la ville de Saint-Hubert, sur la pointe ouest de l'avancée allemande, va enfin goûter à nouveau à la liberté. Alfred Otton se souvient que 3 semaines plus tôt, la ville retombait sous les mains allemandes. Le jour avant qu'il arrive, on va aller au Fortin. Le Fortin, c'est où la route prend pour aller au terrain de camping, qui est un petit fortin là. On montait sur le Fortin, direction de Bastogne, on voyait les tirs d'artillerie. Pas le bruit, hein. Comme quand il y a un orage dans le lointain, là. Le ciel qui était illuminé. Et le lendemain, on jouait au football sur la place de l'Abbaye. En même temps que Louis montait. Et on a entendu les chenilles descendre à la place du marché, on s'est caché, on avait passé le temps là. J'ai eu une partie qui sont venus garer, comme je vous disais dans ma rue du Feilly. Une rue très étroite, et ils se mettaient à l'abri de l'aviation, et dans une petite rue étroite. Et j'ai eu l'officier qui commandait le régiment à ce moment-là, qui est venu faire ses rapports chez moi. Et j'ai compris dans son rapport qui disait ceci: nous n'avons rencontré aucune résistance à Saint-Hubert, aucun franc-tireur. Même si Saint-Hubert a été relativement épargné en comparaison à d'autres localités, les habitants ont connu les tirs d'artillerie et les abris dans les caves. Sur le côté, il y avait un espace assez grand et j'avais été chercher on appelait ça au chantier sur la place, à la gare de Vicinal, où c'est maintenant le Spar, des rondins, et avec ces rondins-là, j'avais fait comme un lit. Et puis j'avais mis notre matelas et Peda dessus, et couverture, et on dormait les trois là, le gamin entre nous autres, qui avait un mois un peu passé, et on dormait. Mais il y avait des pommes de terre, il y avait même, j'avais entre la libération du mois de septembre et l'offensive, j'avais acheté un demi-cochon. J'avais mis ça dans un tonneau à la cave, salé et tout ça, donc on avait à manger. Un jour, j'en ai eu marre de dormir à la cave, parce qu'on aurait bien passé à l'essoreuse, hein. 12 personnes dans une cave, il fallait dormir avec le parapluie, hein. Ça dégoulinait. Hein. Alors j'ai été dormir à mon lit, et quand je me suis réveillé le matin, j'avais un soldat allemand à côté de moi. Un jeune, il n'était guère plus vieux que moi. Ma femme me disait toujours, on ne peut mal, Gilbert. Je dis, écoute bien, j'ai fait la guerre. Tant que tu les entends siffler, il n'y a pas de danger, je dis. C'est qui passe l'obus. Et je dis, celui qui sera pour nous, tu ne l'entendras pas. Le 11 janvier, les premiers alliés à entrer dans Saint-Hubert sont des SAS français. On ne voyait plus dans le monde, on se dit il va se passer quelque chose, comme à la libération en 1944, à la première libération. Et on parlait avec des autres gamins, 15-16 ans aussi. Puis à un moment donné, il y a 2 Français qui sont arrivés de la rue Redoutée à cheval. Des gros chevaux qu'il avait réquisitionnés à Arville, je crois. Les Français SAS sont rentrés les premiers dans Saint-Hubert. Ils ont fait une vingtaine de prisonniers. Ça se passait vers le 13 janvier. Alors que la 87e division d'infanterie américaine était en passe de rentrer dans Saint-Hubert, mais
sous une préparation de tir d'artillerie. Et ils sont arrivés le lendemain dans Saint-Hubert, donc après les Français. Et ils ont découvert Saint-Hubert qui pavoisait avec des drapeaux belges, malgré tout américains, mais aussi des drapeaux français. Ils ont découvert que les Français, SAS, qui avaient établi leur QG dans la rue principale, non loin de l'hôtel de ville de Saint-Hubert, ils avaient reçu les clés de la ville. Et bon, les Américains ont exigé d'avoir les clés, eux, en retour, et les Français, de bonne grâce, se sont exécutés. Ils ont remis les clés de la ville. Donc, un geste symbolique aux Américains. Alors que le village de Bande est également libéré ce 11 janvier, c'est la découverte du massacre des 34 jeunes gens exécutés le 24 décembre par la Gestapo. Nous avons été libérés le 11 janvier par des troupes anglaises qui venaient de Bure, qui venaient de cette région-ci. Et c'est le 11 janvier, donc Léon Prey, notre voisin qui s'était évadé, qui avait pu s'évader lors du massacre, a averti son oncle Armand Pierre, le bourgmestre, le curé, l'abbé Musti, je suppose, et ils sont allés avec les officiers anglais et des soldats anglais découvrir, je dirais, le charnier là-bas dans l'ancienne maison Bertrand. Et alors, le bourgmestre, le curé et toutes les personnes, l'instituteur, sont venus dans chaque famille, donc annoncer ce qu'ils avaient découvert. Je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de ce moment-là. Les soldats canadiens, accompagnés de SAS belges, découvrent un spectacle particulièrement horrible. Dans les caves de la maison Bertrand, 34 corps gelés témoignent de la cruauté avec laquelle les jeunes gens ont été littéralement massacrés. Les Anglais ont pris en charge, alors que ce n'était pas du tout leur mission, mais le général anglais qui commandait la division, des gens qui étaient à Bande, a voulu prendre en charge donc l'inhumation des corps, et c'est eux qui ont pris les corps, qui les ont préparés, qui les ont mis dans des cercueils, et qui ont conduit tous ces corps lors de la cérémonie des funérailles. Bastogne, le 12 janvier 1945. Ce matin, j'ai récupéré des châssis, portes et autres meubles démolis pour le chauffage, en particulier de Jeanne et son ami. Mes doigts gelés collent au métal des poignées de ma vieille poussette. En rentrant, je me suis retrouvé face à la directrice. Les présentations faites, elle s'en retourne à ses occupations, non sans m'avoir remercié. Le travail ne manque pas. Elle et ses collaborateurs tentent de dresser l'inventaire des destinations de civils passés par ici, au centre d'accueil. Les gens n'ont pas d'autre recours que nous pour localiser les membres de leur famille. Je me dis que j'essayerais bien de retrouver les traces des parents du petit Fernand. La visite du matin à Jeanne est beaucoup moins angoissante. Je la sais tirer d'affaire. Par contre, son ami se débat toujours avec cette fièvre tenace qui la plonge dans une sorte de torpeur. Attendre, c'est le mot d'ordre du médical. Parmi le matériel reçu, des ambulances. Conduites par des femmes, ces ambulances sillonnent jour et nuit toute la région sous une pluie d'obus et par un temps proche du blizzard. Il fait moins 15 degrés la nuit. Elles peuvent nous donner des renseignements à propos de la progression des Américains vers Oufalise. Les Allemands commencent à présenter des signes de faiblesse. Ils reculent. Je rôde autour des cuisines américaines. Je reçois des rations que j'empile dans la poussette. À mon retour, j'ai pu, en compulsant quelques fiches, retrouver assez facilement les parents du petit musicien.
La tension semble retomber. Les gens circulent à nouveau dans ce décor de désolation. Mon occupation et la santé de Jeanne sont probablement déterminants pour ne pas sombrer dans la morosité.